Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 15 mai. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. IA souveraine, l'État va accélérer l'émergence de solutions à lire sur Usine Digitale. Taxe sur les petits colis en France à découvrir sur Fashion United. Le plan de bataille de Joybuy pour se faire une place entre Amazon et la GMS, à lire sur République Retail. Et enfin, EP Group lance officiellement son offre publique d'achat sur Fnac Darty, à découvrir sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir le fonctionnement de la fraude au retour et au remboursement dans l'épisode 260, enregistré avec Laure Littler, CEO d'Honeytrust, et Rachid Rilan, responsable fraude et paiement des Galeries Lafayette. Vous allez découvrir comment certains réseaux organisés proposent désormais sur les réseaux sociaux des services de remboursement frauduleux, comment les retailers tentent d'anticiper ces attaques et pourquoi ce sujet remonte progressivement jusqu'aux directions générales des entreprises. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, plusieurs sujets montrent que le commerce entre dans une phase où la différence se fait de plus en plus sur la maîtrise des infrastructures logistiques, technologiques et data. L'article consacré à Joybuy est probablement l'un des plus intéressants de la semaine parce qu'il permet de mieux comprendre la stratégie actuellement déployée par JD.com en Europe. Le groupe chinois n'est plus dans une logique de simple test marché. Il construit progressivement un modèle extrêmement intégré, mêlant entrepôt, livraison rapide, SAV internalisé, retail média, fidélité, application mobile et maîtrise du dernier kilomètre. Le positionnement est d'ailleurs très différent de celui de Temu ou de Shein. Joybuy insiste sur les grandes marques, les stocks propres, la rapidité de livraison et l'absence de dropshipping. Ce qui se joue derrière cette stratégie dépasse largement le sujet prix. Les groupes chinois commencent désormais à concurrencer les acteurs européens sur la qualité de service, l'exécution logistique et l'expérience client. Cette maîtrise opérationnelle devient d'ailleurs un avantage concurrentiel et réglementaire extrêmement puissant. La séquence autour de la taxe française sur les petits colis le montre très concrètement. La mesure devait rapporter 400 millions d'euros par an. Elle génère aujourd'hui environ 2,3 millions d'euros par mois parce que les plateformes ont immédiatement réorganisé leur flux logistique via d'autres hubs européens. Les volumes de déclarations ont chuté d'environ 90% depuis mars. Cette capacité d'adaptation dit beaucoup du rapport de force actuel entre les États européens et les grandes plateformes mondiales. Dans ce contexte, les sujets de souveraineté technologique prennent progressivement une autre dimension. L'État français lance cette semaine un appel à manifestation d'intérêt pour identifier des solutions d'IA françaises et européennes destinées aux PME et ETI. L'initiative reste modeste face aux investissements américains ou chinois, mais elle montre que l'IA commence à être considérée comme une infrastructure économique stratégique. Cette logique d'infrastructure traverse d'ailleurs pratiquement tous les sujets de la semaine. Dans la supply chain, les grands éditeurs comme Manhattan Associates, Oracle, Blue Wonder ou Hardis décrivent désormais des organisations capables d'arbitrer en temps réel certaines décisions opérationnelles grâce à l'IA agentique, réorganisation des flux, recalcul d'itinéraires, orchestration des commandes ou gestion des retours. La logistique cesse progressivement d'être un simple sujet d'optimisation des coûts. Elle devient un outil de compétitivité directe dans un commerce où la disponibilité produit, la rapidité
d'exécution et la qualité de service prennent une place croissante. Cette transformation touche aussi les interfaces commerciales elles-mêmes. Selon Miracle Ads, 73% des consommateurs utilisent désormais l'IA dans leur parcours d'achat et plusieurs acteurs anticipent jusqu'à 15 à 20% de trafic humain en moins sur les sites e-commerce d'ici un an. Pour les marques, cela change progressivement les règles du jeu, la qualité de la donnée structurée, des catalogues produits et des systèmes CRM devient centrale si elles veulent continuer à apparaître dans les recommandations produites par les agents IA. Le passage consacré au programme de fidélité est d'ailleurs révélateur. Jusqu'ici, il servait principalement à retenir un client après l'achat. Demain, il pourrait devenir des signaux directement exploités par les agents personnels des consommateurs au moment des recommandations produits. Dans ce paysage, les grands actifs retail capables de combiner magasins, logistique, SAV, data client et services deviennent mécaniquement plus stratégiques. L'OPA 2P Group sur Fnac Darty s'inscrit clairement dans cette logique. Derrière l'opération financière, il y a aussi la valeur d'un groupe qui possède encore une relation client forte, un maillage physique, des capacités logistiques, du service et une infrastructure omnicanale difficile à reconstruire aujourd'hui. À l'inverse, certaines enseignes continuent de sortir du marché faute de capacité à financer leur transformation. La fermeture définitive de Minelli après plusieurs restructurations et 2 procédures de redressement judiciaire successives en est une illustration assez brutale. Les pertes atteignaient encore 3,7 millions d'euros sur le dernier exercice et les effectifs avaient déjà été divisés par 3 en quelques années. Le contraste est frappant. Pendant que certains groupes investissent massivement dans leurs infrastructures logistiques, technologiques et data, d'autres disparaissent progressivement, faute de taille critique ou de capacité d'investissement suffisante pour suivre le rythme actuel du commerce. IA souveraine, l'État veut accélérer l'émergence de solutions françaises et européennes pour les entreprises, à lire sur usinedigital.fr en date du 14 mai. La Direction générale des entreprises et le secrétariat général pour l'investissement lancent un appel à manifestation d'intérêt pour identifier des solutions d'IA souveraines adaptées aux PME et aux ETI. Le but, structurer une offre française et européenne plus visible pour les entreprises. Dans le cadre du plan Oser l'IA, l'État lance ce 13 mai 2026 un appel à manifestation d'intérêt afin d'identifier les offres françaises et européennes d'intelligence artificielle adaptées aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Constituer un catalogue d'offres. L'objectif n'est pas de financer directement les entreprises sélectionnées, mais de constituer un catalogue de solutions considérées comme souveraines, susceptibles d'être déployées. L'ANI, l'appel à manifestation d'intérêt, est piloté par la Direction générale des entreprises, DGE, et le secrétaire général pour l'investissement, SGPI, avec l'appui du Hub Francia, une association professionnelle regroupant un écosystème d'acteurs mobilisés autour d'une vision commune de l'IA en France et en Europe. Concrètement, cette AMI doit permettre d'identifier des entreprises capables de concevoir, déployer et maintenir des solutions d'IA auprès des PME et ETI. L'objectif est double. D'une part, faciliter l'identification des solutions pour les entreprises ayant une faible maturité numérique. D'autre part, créer un référentiel mobilisable par les dispositifs publics d'accompagnement à la transformation numérique. Les organisations retenues seront ainsi intégrées dans une liste publique, mais aussi aux différents réseaux d'accompagnement comme BPI France, les chambres consulaires, les pôles européens d'innovation numérique ou encore France Num. Un ancrage européen exigé pour les candidats. Pour candidater, les entreprises devront répondre à plusieurs critères. En premier lieu, l'IA doit constituer le cœur de la solution proposée et présenter un caractère innovant
proche de l'état de l'art. L'AMI met également l'accent sur la souveraineté et l'ancrage européen des acteurs sélectionnés. Ainsi, les candidats doivent démontrer un degré significatif d'ancrage européen. Autre exigence, les offres doivent être adaptées aux contraintes spécifiques des PME et des ETI et déjà déployées auprès de cette cible avec des références clients à l'appui. Les entreprises intéressées auront jusqu'au 5 juin 2026 pour déposer leur candidature pour une première vague de sélection, puis au fil de l'eau pour les suivantes. Faire de nouveaux critères européens de souveraineté numérique. En parallèle de cette initiative, la DGE a lancé une consultation publique pour la souveraineté numérique. Elle doit alimenter les travaux franco-allemands engagés à la suite du sommet sur la souveraineté numérique organisé à Berlin en novembre dernier. L'ambition est d'établir des critères permettant d'évaluer dans quelle mesure un service numérique contribue à la création de valeur en Europe, notamment en matière d'investissement, d'emploi ou d'innovation. Les contributions des fédérations et organisations professionnelles pourront être transmises jusqu'au 5 juin 2026. Taxe sur les petits colis en France, rendement d'environ 2,3 millions d'euros par mois, à lire sur fashionunited.fr en date du 13 mai. La taxe française sur les petits colis rapporte 2,3 millions d'euros par mois, loin des prévisions en raison de contournements par les plateformes. Le rendement de la taxe de 2 euros sur les petits colis mis en place en mars en France, mais contourné par les opérateurs, est évalué à 2,3 millions d'euros par mois, loin des prévisions budgétaires, a indiqué mercredi le directeur général des douanes, invoquant une situation transitoire. Pour freiner l'afflux massif de marchandises en provenance de Chine, la France a instauré le 1er mars une taxe de 2 euros pour chaque catégorie d'articles dans les colis de moins de 150 euros prévue par la loi de finances pour 2026. La mesure était censée rapporter 400 millions d'euros de recettes sur l'année, mais les grandes plateformes visées comme Temu Chine et AliExpress ont vite trouvé la parade, envoyé les petits paquets dans des hubs hébergés par d'autres pays européens, puis les acheminer jusqu'en France par la route. Le déport de volume découlant de cette stratégie est de l'ordre de 90% depuis le 1er mars, a déclaré le directeur général des douanes Florian Collas, mercredi lors d'une audition pour la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. On est passé d'environ 500 000 déclarations par jour à environ 50 000 aujourd'hui, ce qui correspond à un rendement de l'ordre de 2,3 millions par mois, a-t-il ajouté, mais il s'agit selon lui d'une situation transitoire, car la donne européenne va bientôt changer. En juillet sera instauré un droit de douane européen de 3 euros par type d'article commandé, puis au plus tard en novembre, la mise en place de frais de traitement appliqués aux petits colis importés dans l'Union européenne. C'est à ce moment-là qu'on aura un dispositif complètement harmonisé entre les États membres, 2 ans avant l'échéance initialement prévue, grâce au volontarisme de la France, fait valoir M. Collas. Le chiffre qui était initialement dans la loi de finances va probablement devoir être actualisé, mais dans une ampleur que je ne saurais pas vous donner. Il avait été calculé dans l'hypothèse d'une taxe qui entrerait en vigueur de façon coordonnée avec les autres pays européens qui étaient volontaires à ce moment-là et qui ont finalement renoncé à justifier M. Collas. Le gouvernement français plaide en outre pour une mise en œuvre des frais de gestion avant novembre. Le ministre de l'économie Roland Lescure ayant écrit avec un certain nombre de ses collègues européens à la Commission, à la présidence du Conseil en ce sens, a insisté M. Collas. Le plan de bataille de Joybuy pour se faire une place entre Amazon et la GMS, à lire sur republicretail.fr en date du 10 mai. Joybuy, filiale du groupe chinois JD.com, a officiellement ouvert son site e-commerce mi-mars. Présentation et décryptage de ce nouvel acteur qui sera aussi présent à Connect Lille. Un mélange d'Amazon et de Cdiscount pour la logistique, le service de boulanger et d'arty et l'offre d'un hypermarché avec le non-alimentaire et l'alimentaire hors frais, avec un positionnement tarifaire annoncé attractif. Le tout
saupoudré d'une gamification propre aux acteurs chinois. Voici comment on pourrait résumer brièvement Joybuy, nouveau marchand qui s'est lancé officiellement mi-mars en France et aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Derrière ce nouvel acteur se cache un mastodonte du commerce chinois, JD.com. Ce dernier compte plus de 700 millions de clients actifs annuels, dispose de plus de 10 000 magasins physiques et plus de 3 500 entrepôts. Un e-commerçant du quotidien. Avec un tel groupe derrière, Joybuy arrive forcément avec une feuille de route ambitieuse, même si aucune donnée chiffrée n'est partagée sur les investissements consentis. En revanche, Thibaut Delebarre, directeur marketing France de Joybuy, pointe rapidement que le site n'est pas à classer dans la même famille que les Temu et Shein. Il y a 2 maîtres mots qui résument le positionnement de Joybuy en France. Qualité et rapidité, précise-t-il. Nous offrons des produits de qualité, de grandes marques, avec une politique de zéro contrefaçon. Nous ne faisons pas de dropshipping sur le site et nous ne sommes pas une marketplace. Ce sont nos stocks que nous livrons rapidement. L'équipe française se compose déjà d'une centaine de personnes au siège, principalement des catégories managers qui peaufinent un peu plus chaque jour le catalogue. L'offre se rapproche de ce que l'on pourrait trouver dans un grand hypermarché, le frais et l'ultra frais en moins. On y trouve pour le non-alimentaire les grandes marques internationales telles que Samsung, Apple, Nintendo, Sony, Mac ou l'Occitane en Provence et des noms moins connus en Europe mais importants en Chine comme Laneige ou DJI. Côté épicerie, on retrouve du Lucien Gorgelin, Pampers ou encore Carte Noire, ainsi que des produits d'hygiène d'animalerie, ainsi qu'une multitude de produits exotiques comme les boissons au litchi ou à la farine de manioc. Joybuy a référencé 700 fournisseurs et l'offre se compose de plus de 35 000 références sur le site, ce qui couvre 20 catégories de produits. C'est encore assez court au regard de l'offre d'Amazon ou de la GMS, mais la profondeur de la sélection est travaillée au quotidien, souligne le directeur marketing. Notre objectif est de construire une relation à long terme avec nos fournisseurs et de leur offrir une approche personnalisée pour promouvoir leurs produits. Comprendre par là que Joybuy dispose d'ores et déjà d'un service de retail média et autres dispositifs 360 pour communiquer aux clients du site, de l'emailing classique à l'usage d'influenceurs pour le contenu taillé pour les réseaux sociaux. La livraison express comme standard, l'offre de Joybuy est donc calibrée pour que les internautes commandent régulièrement sur le site, d'autant que la promesse de livraison est express. C'est d'ailleurs sur ce point que l'e-commerçant compte marquer des points sur la concurrence. JD.com a en effet investi dans des entrepôts logistiques dans toute l'Europe, dont un de 60 000 m² en France, à Tournan, en Brie, en Seine-et-Marne. Une dizaine d'agences relais complètent le dispositif pour pouvoir proposer aux Parisiens le service double 11, soit une livraison le jour même, soit une livraison le jour même avant 23h pour toute commande passée avant 11h sur la quasi-totalité de l'offre. C'est notre grande force et nous voulons en faire un standard du marché, insiste Thibaut Delebarre. La robotisation de l'entrepôt est en cours afin d'étendre le service double 11 et à d'autres zones de France. On retrouve donc des standards d'Amazon, à la différence que Joybuy maîtrise 100% le dernier kilomètre via la filiale Joy Express. Cette dernière dispose de sa propre flotte de camionnettes, dont 59% sont électriques et emploie ses propres livreurs. Les employés, en CDD, insiste le directeur marketing, sont aussi formés à l'installation des produits high-tech. L'entrepôt recrée des pièces de maison pour entraîner le personnel à savoir monter telle télévision ou installer tel lave-linge. De même que le SAV est aussi assuré par l'e-commerçant, le différenciant là d'un Amazon. Cette organisation nous permet d'assurer la qualité de service, assure le directeur marketing. Nous sommes d'ailleurs très contents des premiers retours et sur Trustpilot, notre note atteint 4,37 sur des milliers d'avis. De nouveaux temps forts marketing
Pour installer la marque dans l'esprit des consommateurs, Joybuy mise autant sur de l'affichage dans le métro que des campagnes digitales, notamment sur les réseaux sociaux et les replays, car les jeunes représentent une cible prioritaire pour le lancement, tout comme les trentenaires jeunes parents. Côté marketing, l'e-commerçant propose également un programme de fidélité Joy Plus, payant à 20 € par an. Il permet de cumuler des points pour déclencher des réductions sur des articles. La mécanique est particulièrement mise en avant sur l'application mobile qui a été repensée pour le marché européen. Il ne s'agit pas simplement copier-coller de ce qui existe en Chine et de l'importer en Europe, détaille Thibaut Delebarre. Il y a une vraie volonté de s'adapter à la culture européenne et aux attentes des clients français. La consommation est différente, nous y allons étape par étape et déjà en 6 mois, beaucoup de choses ont évolué et nous ferons aussi énormément de tests. Par exemple, nous mettons en place le concept de Happy Hour qui fonctionne bien en Chine. Ainsi, tous les jours à 20h, vous avez des ventes flash en quantité limitée. L'idée de créer des nouveaux rendez-vous. En revanche, nous avons un équilibre à trouver sur la promotion pour conserver une bonne image auprès des consommateurs, tout en suscitant un peu d'excitation pour les faire revenir sur l'application mobile. EP Group lance officiellement son offre publique d'achat sur Fnac Darty, à lire sur e-commercemag.fr en date du 12 mai. Le groupe Fnac Darty franchit une nouvelle étape dans son rapprochement avec EP Group après l'obtention des principales autorisations réglementaires et le feu vert de l'autorité des marchés financiers. L'offre publique d'achat initiée par le holding tchèque ouvre officiellement ce 12 mai. Proposée à 36 € par action, l'opération pourrait être finalisée au second semestre 2026 sous réserve de l'accord de la Commission européenne sur le contrôle des concentrations. L'OPA initiée par EP Group sur le groupe Fnac Darty entre officiellement en vigueur le 12 mai, après avoir obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires et le feu vert de l'AMF. L'AMF a déclaré l'offre conforme le 7 mai dernier et a validé les documents d'information d'EPFR Holdco, la société contrôlée par EP Group et créée pour cette opération, ainsi que la note en réponse de Fnac Darty. L'autorité a également annoncé l'ouverture de l'offre à compter du 12 mai. Autorisation réglementaire obtenue. Le projet de rachat annoncé le 26 janvier 2026 a désormais obtenu l'ensemble des autorisations nécessaires à l'ouverture de l'offre. Le contrôle des investissements étrangers en France a été validé le 26 mars avant que la Commission européenne n'autorise l'opération au titre du contrôle des subventions étrangères le 4 mai. L'AMF a ensuite déclaré l'offre conforme le 7 mai. L'opération reste toutefois soumise à l'autorisation de la Commission européenne dans le cadre du contrôle des concentrations, sous réserve que cette dernière validation. La clôture de l'offre est attendue au second semestre 2026. Une offre à 36 € par action. EP Group propose donc 36 € par action Fnac Darty, dividende 2026 attaché, ainsi qu'un montant de 81,12 € par Océane, les obligations convertibles. Ce dernier pourra toutefois être ajusté en fonction de la date effective de règlement livraison de l'offre. Le conseil d'administration de Fnac Darty, réuni sur recommandation d'un comité ad hoc, a rendu un avis favorable unanime sur cette opération. De son côté, le cabinet Le Double, nommé en tant qu'expert indépendant, a estimé que les conditions financières de l'offre étaient équitables pour les actionnaires comme pour les porteurs d'Océane. Jacques Veyrat, président du conseil d'administration de Fnac Darty, a salué l'avancée du projet. L'actionnaire d'EP Group est le premier actionnaire du groupe depuis 2023 à travers Vesa Equity Investment qu'il contrôle. Le conseil d'administration avait accueilli favorablement l'offre à l'unanimité. Nous nous réjouissons que le projet ait obtenu l'ensemble des autorisations permettant désormais à l'offre de s'ouvrir et aux actionnaires qui le souhaitent d'apporter leur titre. En cas de succès de l'opération, l'offre sera rouverte pendant au moins 10 jours de négociations supplémentaires conformément à la réglementation boursière.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.